Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Al-Aouni. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Faites entrer l'invité de la rentrée. Actualité oblige, il est bien sûr consacré aux élections. Nous sommes à 48 heures du scrutin, des élections particulières, puisque pour la première fois, ce sera 3 votes en 1. Après-demain mercredi, vous le savez, vous devrez voter pour les législatives communales et régionales. La campagne pour les partis politiques se termine demain soir à minuit. C'est une année pas comme les autres, une campagne pas comme les autres, puisque pour la première fois, en raison de la situation sanitaire, pas de meeting, pas de défilé, aucun grand rassemblement autorisé. Une campagne 2.0. Du coup, nous sommes tous inondés sur nos réseaux sociaux, mais pas seulement, également sur WhatsApp et par SMS. Pour certains, c'est clairement de la violation de données personnelles. Nous allons en parler. La Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles a d'ailleurs réagi la semaine dernière et lancé une mise en garde aux partis politiques. Élection 2021, une campagne 2.0, c'est notre sujet du jour. Qu'est-ce qui change ? Est-ce un véritable tournant de la communication des partis politiques ? Comment s'en sortent-ils pour cette première ? Étaient-ils tous prêts ? Certains s'en sortent-ils mieux que d'autres ? Différence de budget ou d'expérience ? Nous en débattons dans Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, avec moi, notre consultant politique Moustapha Shimi, mais j'espère que vous l'aurez bien remarqué qu'il est en retard. Il va nous rejoindre dans quelques minutes. Également avec moi, deux confrères, Mohamed Zouak, directeur et fondateur de yabiladi.com. Bonjour. Bonjour Fathia, bonjour à tous. Ça va ? Très bien. On a un tout petit retour de Larsen. Je vais vous demander de... Non, peut-être juste le casque juste à côté, ABC, mais la réalisatrice va arriver. Également, avec nous, Youssef Jageli, je suis contente de vous recevoir, journaliste, on ne vous présente plus. Il a été le directeur de publication de plusieurs supports, dont le 360. Également spécialisé dans le développement stratégique et éditorial digital. Ça tombe très bien pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Fathia, bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien, alhamdoulilah. C'est un peu chaud, ouais. Et il fait chaud avec ces élections. Alors, pas de retour de vacances là, un grand retour de vacances là, il est en pleine forme. Ah. Ouais, j'ai la pêche, je suis prêt pour les élections. Alors, on va parler de cette campagne 2.0, une campagne sur les réseaux sociaux, Youssef. Est-ce qu'on peut dire que l'on assiste à un changement radical dans la communication de nos politiques ? Oui. Même le discours politique est en train de changer. Merci Covid-19 qui a obligé les partis politiques à changer leur discours et à changer leur manière de communiquer avec les électeurs potentiels. Aujourd'hui, et pour la première fois d'ailleurs, on constate que dans les réseaux sociaux, tous les partis politiques sont présents. Ils essaient de communiquer à travers des capsules vidéo très courtes. Ils essaient de communiquer à travers des et quelquefois, pardon de vous interrompre, et c'est la parole qui est en train de disparaître. On assiste à une communication d'images. Exact. Il n'y a plus les grands discours que l'on voyait, où on filmait avant en fait, le politique sur scène. Il n'y a plus les c'est l'image qui doit parler. Les discours d'1h30, d'1 heure, c'est fini. Ça, aujourd'hui, on constate que l'image, tout le monde travaille sur l'image. Il y a beaucoup d'agences de communication qui travaillent là-dessus. C'est nouveau aussi dans le champ politique marocain. Ces élections sont très importantes, sont cruciales. On organise les élections législatives, communales et régionales le même jour. On attend un changement même dans le paysage politique à travers l'élection du nouveau chef de gouvernement. Campagne inédite, Mohamed ? Oui, à la fois inédite, mais en même temps, on avait quand même les prémices depuis une dizaine d'années, après notamment l'élection de 2011, l'élection anticipée, les législatives anticipées de 2011, où on avait déjà quelques partis en fait, qui étaient présents sur le digital, qui se sont mis, qui ont beaucoup investi sur le digital, mais c'est vrai que c'était plutôt, c'était pas aussi massif, c'était quelques partis, un ou deux, et puis des personnalités politiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on avait la création de comptes de certains responsables, certains zaïms politiques étaient sur Twitter, étaient sur Facebook, communiquaient avec leur audience, mais d'ailleurs, ils se sont fait épingler puisque c'était seulement pendant les campagnes, pendant la période où une année avant ou quelques mois avant, et puis ensuite, ils remettaient leur compte en veilleuse et ils ne communiquaient plus. Aujourd'hui, on est quand même face à une autre physionomie de cette communication sur le numérique. Alors
évidemment, on le doit beaucoup au Covid, qui a accéléré, qui a en fait été un catalyseur pour cette stratégie numérique. Beaucoup de partis s'y sont pris un an à l'avance, dès l'année dernière, ils se sont projetés sur ces élections et donc ils ont préparé le terrain parce qu'on ne savait pas encore de quelle manière la campagne allait se pratiquer sur le terrain. Et donc on avait besoin quand même d'avoir quelque chose au niveau du digital, au niveau du numérique, et on voit que de plus en plus de partis l'ont adopté. Il était évident beaucoup de partis allaient l'adopter bien sûr, mais la Covid-19 a vraiment accéléré et ce n'est plus le cas de certains responsables politiques, mais des partis. Pour les politiques d'ailleurs, puisque les électeurs eux-mêmes ont été apprivoisés. Et là, encore une fois, grâce au Covid, il y a un point positif dans ce Covid, c'est celui-là. C'est qu'on a été boosté. On a peut-être pris, je vais peut-être dire un chiffre trop important, mais comme si on avait gagné 10 ans, puisque au niveau même de nos administrations, rien n'était plus possible, que ce soit pendant le confinement ou bien après, de faire quoi que ce soit, quelle que soit la démarche à faire, c'était sur le digital. Et du coup, en fait, les citoyens marocains ont apprivoisé, se sont mis en fait au digital eux-mêmes. Alors, est-ce que ce sera également bénéfique, Youssef, pour les lecteurs, pour le suivi de cette campagne? On a 27 millions de Marocains qui sont connectés. On a une base des électeurs potentiels constituée principalement par les jeunes. Ces jeunes sont sur Facebook, sont sur Instagram, sont sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Donc, il y avait un décalage entre le discours politique, entre nos politiques et entre les partis politiques et l'administration marocaine avec le peuple. Ce peuple qui est constitué d'abord par les jeunes. On a 27 millions des Marocains connectés de ces 35 millions de Marocains. Donc, on est en train de vivre le normal. Ce qui doit être fait il y a longtemps. Ce qui aurait dû être... Exactement. Là, on est en train de... Moi, personnellement, je vois qu'on est en train de vivre un moment très historique. Et j'espère bien que après les élections, les partis politiques, l'administration marocaine continuent sur cette voie. Parce que le natif de 2000, il a 21 ans aujourd'hui. Donc il vote. 2000, il a ouvert les yeux sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Donc on arrête avec ce décalage entre les politiques, le discours politique et les jeunes. Alors, est-ce que, et certains confrères l'ont relevé, Mohamed, est-ce qu'il ne reste pas tout de même un décalage entre la population urbaine et la population en milieu rural? De moins en moins, parce que n'oublions pas aussi que les technologies numériques ont été adoptées de manière très rapide. On parle de WhatsApp, par exemple. Pendant le Covid, beaucoup d'échanges de contenu se faisaient via WhatsApp, et notamment dans le monde rural, et d'ailleurs pas que chez les jeunes. C'est aussi chez les quadras, les quinquas qui utilisent WhatsApp. Les mamans, les mères de foyer utilisent WhatsApp de manière de plus en plus quotidienne. Beaucoup plus que Facebook, parce que Facebook a une connotation un petit peu voyeuriste, où on doit s'afficher. Sur WhatsApp, ça reste discret, donc ça correspond un petit peu à la culture, j'allais dire, d'une certaine partie de la population marocaine. Mais il y a aussi YouTube. On a vu des youtubeuses et des youtubeurs plutôt âgés, du monde rural d'ailleurs, qui ont eu des succès phénoménaux. Donc on voit que le numérique a été adopté. Donc cette fracture numérique est de moins en moins significative. Bien évidemment, on reste quand même sur une majorité d'urbains. On reste si on parle d'Instagram, effectivement, c'est beaucoup plus des jeunes urbains, mais les stratégies, ça dépend bien sûr des partis, mais les stratégies sont relativement plurielles. Certains vont utiliser WhatsApp et vont donc pouvoir cibler une large partie de la population, rurale, urbaine, jeune et âgée. C'est vrai qu'Instagram ou Twitter, ça va être beaucoup plus chirurgical, j'allais dire, que Facebook, YouTube ou WhatsApp. Donc on est sur des stratégies différentes en fonction des populations cibles, en fonction aussi parfois du positionnement du parti.
Il y a des partis qui sont très urbains, il y a des partis qui ont une tradition dans le monde rural, mouvement populaire, les Stirlel, etc. Donc on voit le PAM aussi récemment avec une forte présence dans le rural. Donc on voit que ces différents partis doivent essayer d'adopter leur stratégie de communication numérique en fonction des outils et des supports. Je veux dire, même les administrations marocaines ou même les entreprises adaptent leur communication en fonction du support, en fonction de la population cible. On ne communique pas sur WhatsApp, déjà parce que le support est différent. On ne communique pas sur WhatsApp par rapport à Facebook ou par rapport à Instagram. Et même la communication sur Instagram l'image, tu parlais de l'image tout à l'heure, c'est Youssef, l'image va être très présente. Non, sur WhatsApp, peut-être que ça va être différent, peut-être qu'on peut jouer sur le vocal, on peut jouer sur la vidéo. Donc on voit très bien que ces stratégies de communication vont être plurielles. Après, je nuancerai un petit peu ce qui a été dit avant par rapport aux jeunes. Oui, il y a une volonté de conquête, mais je crois qu'il y a aussi une volonté d'image qui est importante. Je ne suis pas certain que les partis qui mettent le plus de moyens financiers et, j'allais dire, technologiques et de puissance dans la communication numérique vont réellement récolter les fruits de leur investissement. J'ai vraiment l'impression que c'est pour occuper le terrain, on ne peut pas laisser le champ vide. C'est une exigence en termes d'image, pour paraître moderne, pour paraître jeune, mais peut-être que en termes de conquête électorale, je ne suis pas sûr que les chiffres soient en adéquation avec l'investissement accordé. D'accord ou pas d'accord sur ce point? Pas d'accord parce que... Je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais, je le sentais. Parce que, par exemple, Facebook, il permet le ciblage. Je suis candidat... Par exemple, je suis candidat à Khouribga. J'ai les moyens, à travers Facebook, de sponsoriser pour donner plus de visibilité à mon contenu à Khouribga. Et même à la circonscription exacte. Et ça, donc, ce que je cherche que mon contenu, mon discours, mon programme électoral doit être vu, lu par les électorats potentiels. Donc, oui, ça permet de gagner plus de terrain par rapport aux concurrents, parce que... Là, vous êtes d'accord avec lui? Non, je gagne du terrain par rapport aux concurrents, mais je mets les moyens, mais je donne plus de visibilité à mon contenu, à mon programme. Ah oui, moi je suis d'accord sur la partie... On lui dit bonjour, qu'il ne soit pas puni parce qu'il vient d'arriver super en retard. Donc si vous enlevez votre masque, vous restez bien... léger. Bien, voilà. Mohamed, il va se rapprocher parce que moi je porte le masque, comme ça on ne se fait pas disputer pour la distanciation. Bonjour Mustapha. Bonjour à vous. Embouteillage, c'est ça que vous allez nous dire, l'excuse suprême. Hein. Campagne de points. J'ai suivi à la radio. Très bien, vous nous avez écouté en voiture. Yak, vous nous avez suivis en voiture. Oui, alors je vais juste rebondir sur... Effectivement, le numérique permet un ciblage magnifique. Les entreprises, d'ailleurs, l'ont très bien compris. Au niveau du local, au niveau même des tranches d'âge, au niveau du genre, etc. Donc, parfois même des opinions politiques. Donc, il y a quand même pas mal d'options, notamment sur Facebook, un petit peu sur Twitter, etc. Ou même LinkedIn, d'ailleurs. Mais là, pour moi, quand je disais qu'il y a une inadéquation, ou en tout cas un risque en termes d'investissement et financier et de conquête électorale, c'est qu'on est devant une population, on essaie de conquérir une population qui est très réticente, qui s'abstient beaucoup, qui très souvent d'ailleurs n'est pas inscrite sur les listes électorales. Donc est-ce que, alors c'est en même temps une condition nécessaire mais pas suffisante, c'est-à-dire qu'on doit être sur le numérique. D'ailleurs ceux qui ne sont pas sur le numérique, ça se voit tout de suite et ils sont un petit peu en retard, mais en même temps, est-ce que ça suffira à conquérir l'électorat jeune? C'est là où j'ai mes des doutes. Justement, ça tombe bien, puisque c'est la question que je veux poser, Mustapha, parce que vous êtes un peu notre doyen et notre référence. Si vous êtes la mienne, vous le savez. Vous suivez... vous êtes trop aimable. Vous suivez le paysage politique marocain depuis de nombreuses années. On parlait de cette campagne totalement inédite pour les Marocains, inédite à deux titres, puisque 3 élections en une, mais inédite avec une campagne électorale comme on n'a pas l'habitude de les voir. Quel regard vous avez? Et pas la réponse en 20 minutes. 19. La 19, là. Non, on a du temps. La radio, on a du temps. Oui, mais... Tout de même. Alors,
Je voudrais d'abord, vous avez raison de relever la particularité de ce scrutin, de la simultanéité des 3 scrutins, j'y reviens pas. En revanche, ce qui pose problème, c'est que, me semble-t-il, quand on suit la pratique électorale depuis des décennies, comme moi, c'est la première fois, je crois, que les élections n'occupent pas une position de centralité dans le débat national. Et ça, c'est un phénomène tout à fait intéressant, pour 2 raisons cumulatives, à mon avis. La première raison, c'est qu'il y a un climat qui est particulier. Les citoyens se rendent compte qu'il y a un climat régional hostile. C'est la première fois qu'on se trouve dans ce schéma-là, avec le voisin de l'Est, l'Algérie, avec les problèmes de l'Union européenne, Espagne et l'Allemagne, etc. Et c'est la première fois qu'on est confronté à cette situation-là d'un Maroc, donc sur plusieurs fronts, face à un mur hétéroclite d'hostilité. Hétéroclite relativement parce que tous les problèmes posés avec les voisins algérien, espagnol et l'Allemagne qui n'est pas un voisin qui est là, ça touche quoi? Ça touche les fondamentaux, c'est-à-dire l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Premier point. Deuxième point, le fait qu'il y ait une crise sanitaire, vous l'avez relevé, et prioritairement dans l'esprit des citoyens, il y a une inquiétude et une situation anxiogène. Je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr. Le problème numéro 1 des citoyens aujourd'hui, c'est de voir les résultats quotidiens, combien de morts, combien d'hospitalisés, etc. Et il y a une psychose collective, en tout cas une inquiétude, à tout le moins, qui fait que chacun d'entre nous a dans ses relations, dans sa famille, quelqu'un qui a le Covid, parfois un décès, etc. Et c'est un élément. Donc, 3e point, les élections, oui, mais c'est au 3e rang. 3e des élections. Ça veut dire que ce que vous notez actuellement, c'est que les Marocains ne s'intéressent pas à ces élections? Je dis par là que dans la hiérarchie des priorités, c'est le 3e rang. C'est le 3e rang. 3e rang pour d'autres raisons. C'est que l'offre programmatique des partis est peu attractive. Pourquoi? Pour 2 raisons essentiellement. Est-ce que c'est une nouveauté? Ah oui, c'est tout à dire. Voilà. Est-ce que c'est une nouveauté, Moustapha Simi? C'est une nouveauté. La dimension du manque d'attractivité est une nouveauté. Jamais les programmes n'ont été décisifs pour le vote des électeurs, vous le savez très bien, mais on votait. Mais c'est la première fois qu'il y a un tassement de l'attractivité des partis politiques pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un nouveau modèle de développement. C'est-à-dire que les programmes des partis ont été écrasés, rabotés, en attente d'ailleurs, puisqu'il y avait ce nouveau modèle de développement annoncé par Sa Majesté le Roi en octobre 2017 et qui était là comme quelque chose qui allait qui surplombait les débats politiques. Pourquoi je lui ai dit d'être court? Non, parce qu'il va nous refaire l'histoire du... J'ai décidé de ne pas vous laisser me couper pour cette rentrée. Pour cette saison? Comme ça. Ah purée, je suis mal. Deuxième point, non, je vais être rapide. Le 2e point, c'est que les partis politiques étaient pratiquement stand-by en attente. Préparer quoi? Quel programme? Alors qu'il y a un nouveau modèle de développement qui doit conduire normalement un pacte national. Donc ils étaient en attente. Ce rapport sur le modèle de développement a été rendu public début juin, après avoir présenté à Sa Majesté fin mars. Et donc ils ont essayé de se rattraper. Mais se rattraper sur quoi? Faire des retouches, etc. Les axes stratégiques du Maroc jusqu'à 2035 sont définis. Et donc la difficulté pour les partis, c'est de trouver un créneau qui puisse leur donner une identité, une visibilité. Ça, c'est difficile. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est toujours intéressant ce que vous dites. Tu veux réagir tout de suite hier? Oui. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les programmes sont identiques des partis politiques. J'ai constaté, à travers le digital, qu'il y a, par exemple, des partis politiques qui sont alignés au grand programme chantier اللي ديال Sa Majesté. Par exemple, هادشي ديال الرعاية الاجتماعية وديال الدعم المباشر للأسر إلى غير ذلك. Par contre, il y a des partis politiques qui ont rédigé, préparé des programmes au niveau local.
destiné à la circonscription qui va voter pour à l'image des besoins de la région. Et je trouve que c'est très bien. D'accord. Est-ce que c'est bien peut-être, on entend, mais est-ce que ce que je voulais relever par rapport à ce que disait Moustapha Shimi, c'est que nous avons fait beaucoup d'émissions en interactivité avec nos auditeurs pour les sensibiliser à l'importance de voter, les sensibiliser aussi, de leur dire que ça les concerne directement. Dans 90% des cas, les auditeurs nous ont dit la chose suivante et nous étions incapables de leur répondre puisqu'on ne va pas étaler les programmes de chacun sur l'antenne. Mais la préoccupation majeure du citoyen marocain, c'est qu'en fait, pour eux, il n'y a aucun programme de parti clair pour eux. C'est-à-dire de se dire, tel parti, il est vraiment sur le social. Tel parti, il est vraiment pour nous sur l'éducation plus que... Et ça, en fait, on a l'impression que c'est une difficulté. Il faut lire les programmes. Eh ben, voilà. Il faut lire les programmes. Aujourd'hui, grâce au digital, même les jeunes et d'autres qui ont l'habitude de ne pas lire, avec le digital, il y a des créas courtes. Je vais créer 1 million d'emplois. Et il y a des partis politiques qui ont fait ce travail. Il y a des capsules vidéo très courtes, d'1 minute, 1 minute 30. Je ne suis pas d'accord avec les politiciens et les politiques qui font... Mais je ne peux pas condamner les hommes ونقول هاد الناس ما كيديروا والو ما كاين لا بروغرام ما كاين حتى حاجه ماشي معقول. Non mais je pense que sur les programmes, il faudrait pas non plus être dans la posture du avant c'était mieux. Je me souviens qu'en 2011, ils avaient attendu la dernière ligne droite pour sortir des chiffres d'ailleurs qui étaient avec très peu d'éléments concrets. Si vous vous souvenez, en 2011, c'était je vais créer 150 000 emplois, l'autre fait de la surenchère, je vais créer 200 000 emplois par an. Certains parlaient de 6% de taux de croissance du PIB chaque année, l'autre surenchérissait en parlant de 7%, mais finalement, c'est pas vraiment un programme, parce que derrière, quels sont les éléments financiers et programmatiques qu'on met en place pour atteindre 6% de taux de croissance? Et ça, malheureusement, très peu de partis. Donc on est vraiment dans des effets d'annonce. Et donc c'est pas réellement des programmes, et ça ne l'a jamais été réellement, et on l'a vu d'ailleurs dans l'application. Si on dit je vais créer 1 million d'emplois sur 5 ans, on nous a déjà fait cette promesse en 2011 et en 2016. Malheureusement, on voit très bien qu'on n'est pas du tout... alors après, il se renvoie la patate chaude. C'est la faute de tel parti, parce que c'est lui qui avait les ministères liés à l'économie. L'autre, il dit non, c'est vous qui étiez à la primature, c'était vous qui étiez majoritaire, etc. Mais la réalité, c'est que les élections au Maroc se jouent beaucoup plus sur les personnes que sur les programmes. Que ce soit au niveau local ou au niveau législatif, on est encore dans cette logique où la notoriété, ce soit un notable ou un cadre un peu connu dans le quartier, etc., c'est lui qui va ramener... Et d'ailleurs, ça donne lieu à la transhumance politique qui s'est à nouveau accélérée cette année, avec des grandes personnalités qui ont changé de parti, ce qui était un phénomène devenu un peu plus rare ces dernières années, où on voit quand même Hamid Chabat quitter l'Istiqlal pour un autre parti. Secrétaire général. Voilà, oui. C'est pas un membre normal. Et d'autres figures qui ont commencé aussi à naviguer entre les partis. Et ça montre justement qu'on est encore dans cette logique de la personnification du pouvoir, du candidat, et beaucoup moins sur le programme, malheureusement. Il est 13h23, vous écoutez Radio 2M, on vous en remercie. Le premier numéro de Faites entrer l'invité de cette rentrée, consacré aux élections à J-2. On est à moins de 48 heures. La campagne électorale se termine demain. À midi. À midi ? Oui. Minuit ? À midi. Il y a un circulaire du ministère de l'Intérieur. C'est le mardi 7 à midi. Vous confirmez ? Mais c'est pour éviter des réunions la veille du scrutin et donc des troubles. Alors, puisque j'ai la parole, je vais juste en une profiter. petite chose, parce que j'étais en train de leur parler, ceux qui nous suivent, et en les remerciant. Vous pouvez, bien évidemment, puisque nous sommes en direct, interagir sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, et nous poser vos questions. Je vous promets, je leur demanderai. J'aimerais, Moustapha Shimi, juste avant qu'on revienne là-dessus, un volet qui est important, puisque pas mal de polémiques en ce moment. J'aimerais qu'on parle d'argent. Grosse polémique. Est-ce que... et là, j'aimerais bien que vous nous rappeliez ce que dit la loi mais je vais à ce niveau-là. Sur ce qu'ont dit mes deux invités préalablement. Si vous êtes court, oui, ce sera possible. Sinon, non. Court. Parce que je vais donner, quoi qu'il en soit, la priorité à nos auditeurs et leurs questions. Que j'ai un avis différent.
il y a une grosse difficulté pour les partis politiques à donner une identité et une lisibilité à leur programme. Moi, j'ai étudié les textes des programmes des principaux partis, je les ai. Ils font 60 pages, 70 pages, etc. Ce qui me frappe, c'est que c'est un tronc commun avec les mêmes principes. Le digital, l'économie du savoir, la santé, l'habitat, la réforme du système éducatif, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, pour les programmes au niveau local, vous avez évoqué, la difficulté pour les partis, c'est de démultiplier les programmes nationaux dans des programmes locaux. Or, les citoyens et les internautes sont intelligents, ils suivent le même élu qui est un élu sortant ou un autre, etc. Il était aux commandes pendant 5 ans, 6 ans, etc., d'une collectivité, et il vient faire des promesses territoriales localisées, ce que lui ou son parti n'ont pas fait au conseil communal ou au conseil de région. Il y a beaucoup de scepticisme, c'est ça que je voudrais dire, et je voudrais ajouter une autre observation avant de vous répondre sur l'argent, c'est que l'intérêt particulier pour les internautes et les citoyens dans les réseaux sociaux ne veut pas dire forcément un acte de vote. Il y a une différence entre le suivi parce que c'est un domaine maintenant prégnant partout dans la vie des citoyens, tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais ça ne pousse pas pour autant les citoyens à aller voter. Bien plus, ça peut même avoir un effet contre-productif parce que ça donne plus d'informations sur l'élu, sur ses promesses, alors qu'avant il était derrière une affiche, un parti, etc. Et c'est pas sûr que ça contribue à améliorer le taux de participation prévisible qui est déjà modeste et qui, à mon sens, est aujourd'hui bas. Nous partons d'un niveau bas de mobilisation électorale. Et oui, pour les raisons que j'ai énumérées. D'accord, mais vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. J'y venais, je oui, faisais mais la transition. si vous voulez l'introduction... Pour ce qui est de l'argent, c'est un mauvais procès. L'argent a toujours existé dans les élections, il faut le dire. L'argent a toujours fonctionné dans les élections. Qu'est-ce que prévoit la loi, Mustapha ? Elle prévoit que des dépenses, que vous devez avoir un compte bancaire où toutes les dépenses doivent être identifiées, les paiements par chèque et un plafond. Mais qui respecte les plafonds ? Vous pouvez monter un dossier comptable de régularité de vos dépenses, mais parallèlement, il y a tout le travail informel. Nous connaissons la société, les candidats et les élus. D'accord, mais Youssef, on ne peut pas dire... Pour un candidat... Par rapport à ce que vous dites, c'est candidat, difficile de dire à nos auditeurs, oui, mais l'argent a toujours existé, sauf, il y a toujours eu énormément d'argent dans les campagnes électorales. Il y a quand même une législation qui est en place. Pardon, c'est la première fois... 10 secondes et je vous laisse la... C'est la première fois qu'il y a une telle éruption de l'argent dans le champ électoral et l'argent devient un facteur de régulation électorale. Non seulement au niveau des candidats, mais aussi au niveau de certains partis. Et ça, c'est préoccupant. Une campagne électorale nécessite du fonds et du financement, ce qui est normal pour tout ce qui est logistique, les voitures, les gens qui travaillent, le digital et tout le reste. On ne parle pas de corruption, bien évidemment. On parle de financement de la campagne électorale. La loi permet à un candidat aux législatives un plafond de 500 000 dirhams. C'est ça. Un plafond de 500 000 dirhams. Ce candidat, il est obligé, juste après les élections, de rendre un bilan chiffré avec les justifs à la Cour des comptes. Pour un candidat aux élections communales, la loi permet à ce candidat un plafond de 50 000 dirhams. D'accord. Donc, c'est clair, c'est net pour le financement. Oui, l'argent coule dans l'autre sens, aujourd'hui dans ces élections, mais avant, tout était permis. Aujourd'hui, même avec le digital, je pense que le digital a permis une transparence dans la campagne. Pourquoi ? Parce que il y a un téléphone, une vidéo, elle peut massacrer un candidat. Il y en a le cas de Glemim. Le gars qui était en train de distribuer de l'argent, il a pris 3 ans de prison ferme. Parce que le Niab al-Amma a réagi vite et a ordonné l'enquête et il a 3 ans de prison ferme. Aujourd'hui, si on parle de
Et moi, Je parlais d'argent, juste, je voudrais rebondir. Je parlais d'argent parce que vous l'avez tous suivi avec les polémiques actuelles. Un parti visé en particulier. Et pour ne pas citer le RNI, puisqu'on a déjà cité 3 noms de partis politiques, et je vais vous demander de ne pas trop citer d'ailleurs, parce que je note toutes les citations, mais qui dit que oui, mais là, c'est pas normal, pour beaucoup d'internautes d'ailleurs, et même des petits messages qui commencent à être diffusés depuis 48 heures maintenant sur WhatsApp, en disant oui, mais un parti qui a beaucoup plus de moyens que les autres, et que c'est un peu injuste et pas, il n'y a pas de partialité. Mohamed. Oui, mais c'est vrai que en fait, la logique financière ou la logique d'argent a toujours existé. Il faut, même dans le monde rural, où on rassemble un maximum de monde, parce que la campagne politique, la campagne électorale est une campagne où on est dans une logique de puissance. Il faut montrer sa puissance, alors financière, mais aussi en termes de troupes, pour prendre une analogie militaire. Il faut la harka, on mobilise la communauté, nos troupes. Et donc on a besoin effectivement d'argent, parce qu'il faut les transporter, parce qu'il faut faire des festins. On se rappelle les grands mchoui, etc., qui avaient lieu lors des législatives dans certaines régions. Covid qui a obligé les partis politiques à ne pas faire ça. À ne pas faire ce genre de festin. Mais donc on était déjà dans une logique de puissance. Ça a toujours été comme ça. Et même les électeurs, en tout cas une grande partie des électeurs, votent parce que un tel est puissant, donc là on personnifie, ou bien tel parti est puissant. Là où il y a effectivement une polémique cette année, c'est qu'effectivement il y a aussi, comme les années précédentes, de l'argent, des masses d'argent qui se sont déversées pour rester dans cette logique de puissance de campagne électorale. Mais il y a un parti avec à sa tête quelqu'un qui est aussi un homme puissant financièrement. Et donc forcément, ce n'est pas nouveau, il a déjà été critiqué pour ça, et donc forcément, Aziz Arnouch est critiqué par rapport à cet élément-là. Ça ne doit pas non plus occulter d'autres logiques de puissance qui ne sont pas seulement financières. Par exemple, sur le numérique, le PJD, depuis au moins une décennie, est très bon sur le numérique. Oui. Alors, probablement, il y a beaucoup moins d'argent qui est mis sur la table. Mais ils sont dans une logique, parce qu'ils ont une jeunesse très structurée, parce qu'ils ont très vite pris le virage numérique. Ils ont réussi, déjà il y a 10 ans, et toujours encore aujourd'hui, à être fortement présents, à être fortement créatifs sur le numérique, sans avoir besoin non plus de mobilisation financière. Donc cette logique de puissance et de présence sur le numérique, effectivement, après c'est de bonne guerre que le parti opposant, enfin les autres partis, puisqu'il y en a plusieurs qui critiquent le parti que vous avez cité, le critique, c'est de bonne guerre pour dire, vous êtes les préférés, ou en tout cas on vous pronostique comme étant les futurs premiers, eh bien on va vous attaquer sur votre point faible, votre dirigeant et un entrepreneur, un grand entrepreneur qui effectivement risque de gagner, mais pas selon les règles de la politique classique. Et donc, on attaque sur ça. C'est de bonne guerre. 13h33, je vous rappelle que vous pouvez nous poser une question, et juste à ceux qui m'envoient en message privé, c'est pas normal, vous ne citez pas le parti en question. Si, nous l'avons cité, mais nous faisons attention de ne pas citer un nombre trop important de partis en particulier, mais si, c'est le sujet que nous abordons. Oui, Mustapha. Je voudrais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous l'avez dit tout à l'heure. L'argent a toujours été présent dans la politique. Oui. Je vais vous donner un exemple aux États-Unis. Quel est le candidat qui peut espérer quoi que ce soit s'il n'arrive pas à mobiliser des centaines et des centaines de millions de dollars? La démocratie, c'est aussi l'argent. C'est ainsi, ça fonctionne ainsi, ça ne changera pas. C'est valable en France, c'est valable ailleurs, etc. L'argent. Évidemment, au Maroc aussi, parce que les capacités de mobilisation tiennent à votre statut social, évidemment, à votre personne, pas tellement au parrainage politique d'ailleurs. Je cite en parenthèse le fait que les Marocains, c'est vrai, sont très attachés à la personne et au statut social et nobiliaire du candidat, et c'est pour ça qu'ils sont pas sévères à l'endroit des transhumants. Vous avez un élu qui se présente avec une couleur X en 2011, il change en 2016, change de couleur, et 2021 c'est une autre couleur. Les électeurs ne lui en veulent pas, parce que c'est la personne.
Et c'est intéressant parce que c'est le fait que finalement... C'est quelqu'un qui va vous disputer au téléphone. C'est pas un choix programmatique. Fatima qui vous dit, j'ai pas compris votre transhumant. C'est pas un choix politique. Transhumance, changement de parti. Transhumance, c'est nomadisme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais juste on répond à l'auditrice, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'argent? Non, je finis ma phrase. Non, la priorité, je vous l'ai déjà expliqué, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est eux, la priorité. Elle vous dit, je n'ai pas compris, transhumant. Donc, il faut qu'on explique à nos auditeurs que quand on parle de transhumance, ce sont ceux qui passent d'un parti à un autre. Alors, je peux préciser exactement ce qu'il en est. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la Constitution de 2011, il y avait du nomadisme partout. On allait à gauche, à droite, au centre. La Constitution de 2011 est venue régler cette histoire transhumante sur un point particulier pour ce qui est des parlementaires seulement. C'est l'article 61 qui dit quoi? Qu'un parlementaire qui change de groupe de politique au cours de la législature est déchu de son mandat. Tout à fait. La décision est prise par la Cour constitutionnelle saisie par le président de la Chambre intéressée. C'est ce qui s'est passé. On a eu plus d'une trentaine de députés cette fois-ci qui ont changé de coloration politique, qui sont candidats dans d'autres partis. Pourquoi ils l'ont fait qu'au mois de juin? Ils l'ont fait au mois de juin parce que c'est la fin de la législature et ça ne permet pas d'organiser des élections partielles dans les 45 jours. Donc, alors, question, ça c'est le plan de la législation. La réglementation de la transhumance n'est pas assurée au niveau des conseils de région. Elle n'est pas assurée non plus au niveau des conseils communaux. Il y a deux problèmes pour la transhumance. Il y a un problème éthique et moral. On peut considérer que vous avez été élu avec une coloration politique. Il faut respecter donc la couleur que vous avez mise en avant auprès des électeurs. C'est un problème éthique individuel, la loi ne peut pas régler. Mais sur le plan de la législation, on ne peut rien faire sauf acérer davantage la législation dans un sens plus restrictif en l'élargissant au conseil de région et aux conseils communaux. Reprenez votre souffle. Ah, mais j'ai toujours du souffle, madame. On va parler de la ferveur civique. On dit ferveur civique. Oui, de la ferveur civique. Vous la sentez, vous, Youssef, ou pas? Moustapha, tout à l'heure, parlait du contexte. Avec la pandémie, c'est vrai que tout un chacun, tous, autant que nous sommes extrêmement préoccupés par la situation, les chiffres que tout le monde surveille. Rentrée scolaire également pour la majorité d'entre nous, pour nos enfants. Est-ce que ces derniers jours, vous vous dites, non, je pense que ces élections, les gens ont mesuré à quel point c'était important, et est-ce que vous notez une certaine ferveur citoyenne pour aller au vote ce mercredi? Oui. J'ai assisté à un meeting à l'Haraouine dernièrement avec un chef de parti qui est venu rencontrer les gens et les écouter. Et j'ai vu l'État dans cette circonscription, ce qu'elle souffre. À l'Haraouine, par exemple, les gens n'ont pas un hôpital. Le Maghrébiyat qui est Moussouf el-Oulada à l'Haraouine n'ont pas l'assainissement. Ces gens-là, en 2021, n'ont pas l'assainissement chez eux. Pas d'eau, pas d'électricité, taux de criminalité très élevé. Je pense que les gens sont conscients qu'aujourd'hui, pour changer, il faut voter. Et je pense que le digital, c'est un facteur très, très positif pour inciter les gens à voter. Et le fait d'organiser les 3 élections en même temps, surtout les élections communales, là où le candidat a une certaine proximité avec les gens, parce que ce sont des moustachérines, des conseillers le communal. Je pense il le connaît, je veux dire, il le voit. Il y a d'une proximité. Sur place, tout à fait. À mon avis, si on n'organise que les législatives, on va parler de les 25 et on ne dépasse pas le 27-30 au max. Vous pensez, vous, que ça aura une incidence positive sur le taux de participation? L'organisation des 3 élections en même temps, je suis convaincu. Mais ça a été fait pour ça. Exact. Je suis convaincu que ça va impacter le taux de participation, que je peux dire, ça va aller aux alentours de 40-42%.
J'espère. Je ne m'avancerai pas sur des chiffres. Pourquoi pas? Par contre, moi, parce que c'est toujours très compliqué. Comme ça, Renard. On l'a vu lors des dernières élections. Mais je pense qu'il y a quand même, on est passé par une étape assez délicate. Alors effectivement, les 3 scrutins en même temps vont permettre peut-être de compenser un petit peu la chute en termes de participation qu'on pouvait prévoir, parce que l'année et demie qu'on a vécue, il y a quand même une sorte de désillusion par rapport à la chose politique, par rapport à l'action politique. Les gens sont énervés, à tort ou à raison, mais ont été énervés par rapport aux décisions politiques, par rapport à des improvisations, parfois même politiques, parce que la situation aussi était assez délicate. Mais je pense que le personnel politique a été... la crédibilité du personnel politique a pris un sacré coup pendant cette crise sanitaire. Et ça, je pense que ça va créer de la distanciation, pour reprendre ce terme sanitaire, avec la chose politique, ou avec cette ferveur civique dont vous parliez. Et ça, c'est mon inquiétude, parce que le citoyen, aujourd'hui, s'en remet aux institutions, mais l'institution royale, le roi, c'est lui qui a décidé beaucoup de choses, donc on reste sur ça. Et puis, est de plus en plus distant par rapport aux politiques, et en plus, même le débat politique, finalement, ne l'anime pas autant qu'en 2011 et en 2016. On a vécu quand même une parenthèse particulière, 2011 et 2016, je parle surtout pour les législatives, 2011 et 2016, et on ne sent pas ce côté polémique, ce côté confrontation d'idées avec des grands partis, avec des grands populistes aussi, des grands tribuns. Il y en a eu une sortie qui a fait... Oui, mais on voit quand même que c'est beaucoup plus timoré que 2016 ou que 2011. Alors, tous les deux, vous suivez énormément ce qui est sur le digital. Quand vous lisez les commentaires de chaque... quand les partis postent de par leur campagne des spots, des images, une certaine sensibilisation aussi par rapport à leur programme, quand vous lisez les commentaires des citoyens, vous vous dites... Aujourd'hui, je vois un changement par rapport aux questions qui peuvent être posées. Je parle notamment des lives qui sont faits sur Facebook. Youssef. Les gens, l'important, s'il y a aujourd'hui une réactivité. Et ça, c'est très important. Oui, qu'on n'était pas, quoi. Avant, on ne voyait pas ça. On voit les gens, les candidats qui font le porte-à-porte et qui rencontrent les gens directement. Donc, il n'y avait pas de visibilité. Je ne vois pas qu'est-ce que se fait à ORZZ. Réactivité ne veut pas dire vote. Je suis d'accord. S'il faut le dire. Je suis d'accord. Il y a un bouillonnement sur les réseaux sociaux. Mais au moins, il y a un débat. L'interrogation, c'est de savoir si ça peut se traduire par... Au moins, il y a un débat politique si pendant... vous me le permettez, parce que le débat a muté. Il est allé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très positif. Avant, on n'était que sur les plateaux de radio, de télévision. Répète ce que je il y a dis. de tout. Ce qui m'intéresse, mais le débat s'est déplacé. Est-ce que cette dynamique digitale et cette mobilisation qui est brouillonne d'ailleurs, qui va dans tous les sens, vous le savez très bien, est-ce qu'elle va conduire à davantage de votants après-demain? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que nous partons d'un palier bas, je le répète. Un palier bas pour les raisons que j'ai évoquées, les contextes, etc. Deuxième point, il y a le fait que 5 partis sont des partis sortants, donc comptables d'un bilan. Et les électeurs ont de la mémoire. Il n'y a que 3 partis qui étaient dans l'opposition. Et donc, il y a un phénomène de déficit d'attractivité pour les 5 partis Si on parle de législative, mais si on parle de communale, les gens... Youssef, je voudrais donner un point d'information important. Moustapha, je vous promets que je vous laisse le dire, juste laissez-le vous répondre par rapport à ce que vous avez dit. Ça va l'aider, je vous assure que ça va l'aider, Youssef, s'il veut bien me donner. C'est qu'il n'y a pas un effet mécanique de participation sur les trois scrutins. Pourquoi? Moi, j'ai vérifié au ministère de l'Intérieur, il y a 2 urnes. Il y a une urne pour les conseils communaux et régionaux et il y a une deuxième urne pour les législatives avec liste nationale, etc. Les circonscriptions ordinaires et les listes nationales. Le même électeur peut être intéressé par la première urne et ne voter que pour les communales et pas aller mettre un bulletin dans la seconde. Donc, il n'y a pas un effet mécanique forcément. Oui. Il n'y a pas un effet mécanique, oui. Il y a aussi un problème dans ce pays, qui est les listes
des inscrits pour voter. électoral. Et ça, on doit dépasser ça. Aujourd'hui, on a la carte nationale, la carte d'identité nationale. Normalement, si on veut augmenter le taux de participation dans les élections, on permet aux citoyens marocains de voter avec la CN. Et puis voilà. Mais si on demande à ce citoyen d'aller s'inscrire, il est déjà désintéressé par la politique et tout ce qui vient de la politique, d'aller s'inscrire 6 mois avant, ou bien 7 mois, et on ne fait pas une vraie campagne de communication pour inciter les gens à s'inscrire. Et on vient pendant la campagne électorale et on se dit, aujourd'hui on a 27%, on a 32% de taux de participation, qui est le ouzouf, les gens ne veulent pas voter. Non, on doit avoir une volonté politique réelle. Si on veut vraiment les gens pour aller voter. Ce que je trouve très positif dans ces élections, c'est que pour la première fois, je vois que des jeunes, ils critiquent, ils adoptent, ils parlent, ils discutent sur les réseaux sociaux. Ils réagissent. Tout simplement. C'est important, c'est très important. Qu'ils votent ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ou au moins les gens, ils parlent. Au moins, je vois des capsules vidéo avec un jeune qui explique comment voter. Je vois des créas où je vois, مثلا, un parti politique qui dit je crée 1 million de aides, je vais augmenter à 1000 dirhams le salaire ديال الموظفين في التعليم. Ça c'est bien. Il faut habituer les gens à discuter. Pour le débat politique, الإعلام كيتحمل المسؤولية. Nous, les journalistes, on a une responsabilité. La télé a une responsabilité. Comment tu demandes aux gens d'aller voter alors que tu n'organises même pas un débat politique pendant toute l'année? C'est pas normal. Il y a un point important que vient de soulever Youssef, qui revient en fait sans cesse, c'est cette fameuse inscription, être obligé de s'inscrire plusieurs mois à l'avance, et que peut-être les choses évolueraient différemment et peut-être dans le bon sens, avec juste aller voter avec sa carte nationale. C'est une demande d'ailleurs de plusieurs partis qui demandent. Pourquoi ça n'aboutit pas, ça d'ailleurs? En plus, on a fait la vaccination avec la carte nationale. On a fait pas mal de choses avec seulement le numéro de carte nationale. Quand on rentre au pays, si on n'a pas le passeport ou on a un passeport étranger, on nous demande juste le numéro de carte nationale, ça suffit comme identifiant. Alors pourquoi on l'adopte Et pas? Effectivement, on pourrait adopter. Alors après, donc Qu'est-ce qui bloque? ça rendrait plus facile le vote, mais après, il faut aussi accepter que les taux de participation chutent. Parce que si on est sur un dénominateur plus large et que le numérateur augmente légèrement, effectivement, parce que là on va partir tout de suite sur... C'est la crainte, ça? Ça pourrait être la crainte? Je ne sais pas si c'est cette crainte. Non, mais je le dis au conditionnel. Est-ce que ça pourrait être la crainte de se dire, non, on va prendre que le nombre d'inscrits et pas l'ensemble de la population marocaine? Je ne sais pas si elle a été exprimée par des partis, je pense pas. Je pense pas. Mais non, en tout cas, je disais, il faudra l'accepter. C'est-à-dire, il ne faut pas être choqué si on ouvre d'avoir 15% de taux de participation. Non, il y a une autre raison qui explique qu'on n'ait pas opéré le passage à l'utilisation de la carte nationale d'identité dans le corps électoral. Pourquoi ? Nous avons à peu près 25 millions de personnes, c'est une moyenne HCP que j'ai actualisée, en âge de voter, c'est-à-dire qui ont plus de 18 ans. Aujourd'hui, on a 18 millions d'électeurs, 17 983 000, j'arrondis à 18 millions. Il faut noter quand même, il y a eu un progrès par rapport à 2016, il y a 2 300 000 électeurs de plus par rapport à 2016. Donc il y a eu un gros effort qui a été fait, c'est près de 15% de plus. Pourquoi on ne généralise pas la carte nationale? Parce qu'il y a 6 à 7 millions d'électeurs qui ne sont pas sur les listes électorales et qui sont ce que j'appellerais un marais, c'est-à-dire pas maîtrisables. On ne sait pas comment ils vont voter. Ils ne sont pas encadrés par les partis. Et oui, c'est un monde d'électeurs informels où les partis sont absents. C'est souvent dans le monde rural, les périphéries, etc. Et donc, tout le monde s'accommode de cette situation, c'est-à-dire d'un électorat identifié, inscrit régulièrement, etc. Je vais vous poser une question. Alors, je vais vous poser une question naïvement, à vous aux trois d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne suis pas inscrite, je me suis pas inscrite pour voter, puisque c'était il y a longtemps et tout. Mais aujourd'hui, je vois un parti qui m'intéresse, un candidat qui m'intéresse, et je me dis, ce serait quand même bien que j'y aille. C'est trop tard, je suis fichu. Oui. Non, mais voilà, mais est-ce que
on ne se dit pas aussi que ce serait important pour que chaque citoyen puisse s'exprimer au moment donné. Parce qu'aujourd'hui, la campagne électorale, d'accord, elle est là, mais c'est là qu'on arrive à convaincre. Il n'y a pas de marche arrière possible. Les C'est listes quoi électorales sont révisées annuellement en janvier. Ben oui. Il y a eu Mais ça fait une longtemps. ouverture, une révision exceptionnelle qui a été faite. Les listes sont arrêtées. Les listes actuelles, le corps électoral a été arrêté au 31 on est 9 juillet mois plus tard, 2021. Moustapha. On est 9 mois plus Tria, tard. c'est quoi l'organisation d'un scrutin libre? C'est de permettre aux citoyens, qui est un citoyen, d'aller voter librement. Quand on fait ces listes d'inscription, à mon avis, je laisse la place aux professionnels de la politique, الحريفية السياسة, qui contrôlent les listes à l'échelle locale. Ils savent les noms, ils ont les CN, ils démarchent ces gens-là 5 mois, 6 mois, 7 mois avant les élections. Ils les démarchent بالقفة ديال رمضان, ils les démarchent بالفلوس, يقيد لي ولدو في المدرسة. Donc on est dans Ainsi une de logique suite. clientéliste. هادو شلاهبية ديال السياسة. هاد الناس باللي كتخلي انت هاد لي ليست كوم سا ديال لي انسكريبسيون, كتعرف بان الانتخابات كلها كدار غير على هادوك لي ليست. Ça arrange tout حرام. le monde. Ouais, la Haram. politique. Youssef. Mais là, Ça c'est par arrange pas rapport- le pays. Non, mais attendez. Ça arrange les acteurs politiques, les Mais acteurs partisans. quelle Oui, mais, politique? mais C'est pour ça attendez, que par c'est les rapport à petits ce que vous partis dites, qui demandent à ce que la carte nationale devienne le seul deviennent, élément. tout à fait. Mais par Les petits rapport à, partis. Pour ne pas on a contrôler. Pour ne pas et par contrôler. rapport à ce que vous dites, on a peur que ça parte dans tous les sens. Est-ce que vous ne pensez pas, Moustapha Srimi, qu'en 2021, on infantilise encore trop le Marocain? On l'infantilise. Pourquoi on ne lui fait pas confiance et qu'on lui donne... ben voilà, oui, c'est sa vie qui est en main, c'est son Parce avenir, que celui de je ses vais vous enfants. répondre. Mais à chaque fois, on dit, non, parce que les Marocains vont pas ceci. Et c'est comme si, allez, ils ont pas 10 ans. On Mais vote à je 18 suis ans. d'accord avec vous. Les acteurs partisans, les acteurs politiques, les acteurs partisans ont la possibilité de modifier la loi électorale dans le cadre du Parlement. Eh bien, ils ne veulent pas changer cela parce que c'est une commodité. Il y a convergence des intérêts de tous, sauf pour les petits partis. Les petits partis, partis progressistes, le PSU, Fédération de la Un gauche, natif. le TPS, etc. Un- Tous les autres un s'accommodent de natif. cette situation-là. Un natif de 2003, il a 18 ans aujourd'hui, il a le droit de voter. ياك. وكومون دوموندي d'un natif de 2003 اللي حل عينيه على الديجيتال وعلى الموبايل, comment lui demander d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Ça, Ne serait-ce que la on procédure en est en elle-même. train Que de... la procédure en elle-même. Il a parfaitement On raison. Surtout que est en souvent les train jeunes ont une de allergie faire- administrative. Mais D'allergie. complètement. Mais nous, Il moi, est je bon. crois, Mais- j'ai Donc, on 38 ans, mise j'ai cette tous allergie. les Bah partis oui. politiques, je suis parfaitement d'accord avec ce qui est dit, parce que tous les partis politiques nous parlent de cette jeunesse, on les a entendus Oui. aussi sur notre antenne, et que Bah, je te dis, non, Ah. je vais me déplacer. Non. Mais j'ai pas sur Internet ou Il faut parce que prévoir une inscription numérique. pourquoi Sauf. pas Mais bien Pourquoi sûr. pas, mais c'est en bien. tout cas, ça fait, on y est Le dedans. jeune Mais- 18 ans auquel vous avez fait référence, Il nous reste- donne son il numéro nous de carte reste- nationale, Le il CN, s'inscrit. largement suffisant. Il nous Avec- reste à peine 5 minutes. Je vais Ah, vous demander, comme le veut ça la passe tradition vite. dans cette émission. Ah oui, ça passe très très vite chez nous. Le mot de la fin, le message que vous auriez envie de transmettre à nos auditeurs. Je ne vais pas vous poser de questions, comme ça vous dites ce que vous voulez. Je vais commencer, si vous le permettez. Notre doyen. Oui, parce que comme il est long, Non, je chronomètre. mais elle est toujours intéressante. alhamdoulilah. Exactement. Ce que je voudrais dire, c'est deux choses. La première, c'est que la construction démocratique et la capitalisation impliquent une large base électorale. Nous avons actuellement une base électorale dans le Parlement sortant de 5 700 000 personnes. Sur, à l'époque, 23 millions de Marocains en âge de voter, c'est 25%. Ça me gêne et ça donne une base électorale étriquée. Et il y a les 3/4 des électeurs qui sont hors de ce champ électoral. Ça, c'est un gros problème. Deuxième observation, il faut voter. Mais il faut voter à condition aussi qu'il y ait une offre programmatique, partisane, attractive. Les électeurs sont conscients, ils sont intelligents, ils sont informés par les réseaux sociaux, etc. En l'état, je répète, l'offre programmatique des partis, elle n'est pas attractive parce qu'ils sont coincés par deux grands axes.
les grandes réformes, c'est le roi. Toutes les grandes réformes de la législature, c'est le roi. Jusqu'à la protection sociale, qui est un chantier de Rennes 2025, la réforme du système éducatif, le préscolaire, les régionalisations. Ils sont coincés également par un autre point, c'est le fait qu'il y a un nouveau modèle de développement. Et donc, ils n'ont pas grand-chose à proposer, les partis politiques. Le vote est important à plusieurs titres. Chaque vote est important à plusieurs titres. Premièrement, même si on vote un vote de défiance, ça permet de changer les choses. Les votes de défiance, parfois, peuvent faire basculer dans une commune, dans une région ou au niveau du gouvernement, puisque pour les législatives. Deuxièmement, ça permet de diluer la corruption. Parce que lorsqu'on va voter, quel que soit le parti, parce qu'on n'aime pas tel parti qui va acheter des voix, eh bien, cet achat des voix devient coûteux ou en tout cas devient inopérant parce qu'on va être nombreux à aller voter pour le parti challenger ou le troisième parti ou le quatrième parti. Et donc, ça dilue cette capacité de mobilisation des voix avec le traditionnel billet qu'on a pu voir dans certaines régions dans le passé. Donc, sur ces deux éléments. Et puis, troisième élément, c'est ce qu'on veut construire en termes de société et en termes démocratiques. Le fait de ne pas voter, on peut être en colère, c'est tout à fait normal. On peut avoir une défiance vis-à-vis du politique, mais on ne peut pas fuir le terrain, laisser le vide et ensuite dire non, mais c'est parce qu'ils sont tous pourris. Le problème, c'est qu'avec cette attitude, eh bien, ils resteront tous pourris. Et malheureusement, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Et donc, les candidats qui sont plutôt crédibles, qui essayent de faire des choses, qui essayent de changer des choses, eh bien, abandonneront parce qu'ils ne seront pas soutenus. Et donc, je pense qu'il est important, chaque voix compte, il est important de se mobiliser, aller à votre bureau de vote, voter blanc, voter nul, ou voter pour un parti d'opposition, mais allez voter. Youssef. ميساج بالدارجه Yeah. هاد الناس مرحبا. شفتوا مع الكوفيد شنو وقع، شفتوا التاثيرات المباشره على الحياه اليوميه، على مدخولكم وعلى الفلوس اللي كتصوروا وعلى حياتكم كلها، وشفتوا بانه القرار السياسي مهم بزاف. خصكم تصوتوا بور لو شونجمون باش تبدل الواقع اليومي ديالك. خاصك تصوت باش تحافظ على كرامتك، خاصك تصوت باش ولادك يقراو مزيان ويطبوا مزيان ويديروا كلشي مزيان. خاصك تصوت مهم تصوت. الحاجه الثانيه، صوت على الشرفاء، ما تصوتش على الشلابيه والحريفيه ديال السياسه، ما تصوتش عليهم، صوت على الشرفاء. كاينين بزاف ديال لي جون اللي تقدموا لاول مره، صوت عليهم، اعطيهم فرصه، خليهم وشوف. صوت باش هاد لي شونتيي الكبار اللي حلهم جلاله الملك تساهم انت فيهم انطلاقا منك كمواطن. الا خديتي الفلوس خذهم، الله يسهل عليك، وما تصوتش عليه، صوت على شي واحد اخر، لان هذه بلادنا كاملين غنهزوها كاملين ولا غنغرقوا فيها كاملين. هذه هي رسالتي لهم. Non, c'est clair, net et précis. 13h58, il ferait pas mal un discours peut politique. se présenter. Il pourrait se présenter carrément, Youssef. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Il est 13h58. Je vous rappelle que l'intégralité de cette émission est à retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et YouTube. Voilà, j'ai bien noté. Merci à Oumaima à la réalisation. Merci à Khadija à la réalisation. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Là, ce sera sur l'analyse, bien évidemment, après les élections. À suivre dans un instant, ce sera le journal en langue amazigh. Merci Mustapha. Merci à vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Je dirais que c'est un plaisir partagé, mais c'est un propos conventionnel. Merci Mohamed. Merci. On vous retrouve mercredi. Ce sera un spécial élection également, mais avec notre diaspora. Tout à fait, spécial MRE. Spécial MRE, Chaque Marocain mercredi. du monde, m'a-t-on demandé. Marocain du monde, on va oui. même changer l'intitulé à la demande de certains Marocain du Marocains monde. aux quatre coins du monde. Ouais. Merci beaucoup Youssef d'avoir Merci été à avec vous. nous. Merci Fthia, je suis très honoré de débattre ce sujet à côté de notre doyen. Il y a quelqu'un Sahimi. sur Twitter qui a dit hier quoi Sahimi et Jili sur le même plateau. Alhamdulillah, je suis très honoré. Je suis ravi aussi de vous connaître. Merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. À lundi prochain. Vivre avec vous.